et vous dire que je suis d'abord très heureuse d'ouvrir ce nouveau cycle avec vous cette année et de succéder à mon camarade et collègue Dominique Bourg, qui était là, et on va d'ailleurs faire un petit écho à Dominique très rapidement. Et puis je vais essayer de vous présenter à la fois des notions que vous connaissez bien sûr, mais qui sont celles de la philosophie et qui nous permettent de penser le contexte anthropocénique dans lequel nous sommes aujourd'hui. Donc ça a habité le monde aujourd'hui, ça s'appelle. Et un deuxième temps où je vous raconterai ce qu'on fabrique, nous, philosophes, designers, architectes, ingénieurs, à Paris, au travers d'une tentative qui s'appelle Design with Care ou Archi with Care, puisqu'il y a en l'occurrence les deux, et qui sont portés notamment aussi par des thésards et des recherches. Donc je vous expliquerai un petit peu comment on essaye d'incarner ce continuum des soins, prendre soin des hommes, prendre soin de la nature, prendre soin de l'individu seul et des collectivités. Quand je dis les hommes, c'est à la fois individu et collectif. Prendre soin de la nature, prendre soin aussi des entreprises. Voilà, donc on essaye comme ça de voir est-ce qu'on peut, à un moment donné, ou qu'est-ce que ça voudrait dire de substituer au mode gestionnaire qui est le nôtre aujourd'hui et qui organise notre production, nos modes de vie, etc., un prendre soin. Est-ce que c'est seulement possible? Et qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, dernier point, vraiment un tout petit exemple sur la question des nuages, pour montrer comment on fait. Alors, donc ces questions, le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, vous le savez, on parle souvent d'anthropocène, avec cette notion qui a été popularisée par Crutzen, chimiste. L'anthropocène, c'est quoi? C'est, là encore, la controverse continue d'exister. En 2016, les géologues, le Congrès international des géologues se posaient la question de savoir si on quittait l'Holocène et, par ailleurs, à partir de quand quittait-on l'Holocène. La controverse aujourd'hui, c'est de dire il y a plusieurs dates. Il y a une première date qui renvoie à la première révolution industrielle, donc dès la moitié du 19e, ça c'est une première possibilité. Et puis il y a un consensus un tout petit peu plus général qui est plutôt Seconde Guerre mondiale, donc après 1945, où là vraiment on a une transformation notamment sur le fait que les hommes, les activités humaines, les activités industrieuses humaines deviennent le premier moteur de transformation de la nature. Et donc le premier facteur de transformation géologique. Et d'où le fait de dire anthropocène. Et vous connaissez aussi cette controverse autour de la notion d'anthropocène, certains disant, alors avec d'autres noms, je ne les ai pas mis ici, mais celui qui est le plus souvent sollicité, c'est de dire, mais non, il ne s'agit pas d'anthropocène, il s'agit de capitalocène, c'est-à-dire ce n'est pas simplement l'homme dans sa version lambda, c'est l'homme particulièrement avec un modèle de capitalisme dérégulé, et c'est ce capitalisme dérégulé qui produit des externalités négatives dramatiques. On va bien évidemment les définir un peu plus loin. Et donc ce serait plus juste de nommer le véritable coupable et de ne pas dire l'anthropos, n'importe quel homme, puisqu'on sait qu'en plus n'importe quel homme sur le territoire terrien, non, de fait non. Donc nous sommes en contexte anthropocénique, et puis là aussi ce sont des termes qu'on entend très très souvent. La collapsologie, l'effondrement. Alors les théories de l'effondrement, maintenant, elles ont 30 ans, un petit peu plus. On avait déjà chez Jared Diamond, avec son livre Collapse, alors c'était pas il y a 30 ans, c'était il y a maintenant 20 ans, 2000. Mais même avant, Diamond a toujours fonctionné avec cette notion d'effondrement. Et la thèse de Jared Diamond étant de dire, voilà, c'est un anthropologue au départ, qu'est-ce qui fait qu'une société disparaît? Puisque c'est ça un
des thèses de collapse. Qu'est-ce qui fait, et donc de dire, bah voilà, c'est toute une série de choses, mais en fait, il y a un facteur qui est fondamentalement sous-estimé dans les disparitions civilisationnelles, et ce facteur, ça s'appelle l'adaptabilité à la nature, aux contraintes naturelles. Et en fait, une civilisation disparaît parce qu'elle refuse, renonce ou ne voit pas qu'elle a une obligation d'adaptation à une contrainte naturelle, et de nommer les Vikings, les Mayas, enfin bref, toute une série de civilisations qui ont disparu parce que précisément refusant de ne pas... voilà. Et il cite, je ne les ai pas mis là, mais vous référerez, huit catégories de l'artificialisation des sols, à la surpêche, à la surchasse, etc. Enfin, toute une série d'exploitation des sols délirantes, de non prise en compte, de désynchronisation, si on veut le dire autrement, des chaînes alimentaires qui sont autour. C'est-à-dire on épuise des ressources, notamment liées à la nutrition, donc on met en danger sa propre survie. Donc voilà, il dénomme comme ça 8 grandes catégories et il pose ce facteur environnemental absolument décisionnel dans ce qu'est une civilisation. Et c'est un des premiers, je dirais, à avoir pensé cet impensé. C'est-à-dire que longtemps, le contrat naturel qui se joue derrière le contrat social se présente comme un implicite, mais en fait est un impensé, très clairement. Et aujourd'hui, nous redécouvrons une évidence essentielle, et nous redécouvrons cette évidence parce que, effectivement, le surnombre et parce que la dérégulation du capital, sous-entendu la dérégulation de nos modes de consommation, etc. Et nous redécouvrons qu'en fait, derrière le contrat social, il y a un contrat naturel. Voilà, c'est simple. Alors que vous prenez le contrat social de 1762, Rousseau qui est un des plus grands penseurs de la nature, et bien dans le contrat social, c'est comme si ça n'existait pas. Nous avons un individu quasi in abstracto, la conscience de ce que nous appelons aujourd'hui les services écosystémiques, et ça n'existe pas. Et quand Rousseau dit la liberté politique, c'est quoi? C'est de corriger les inégalités naturelles. Nous pourrions dire précisément les inégalités naturelles, il y a la nature dedans, mais c'est pas du tout ça. Rousseau ne pense pas à ça, il pense précisément les inégalités dans la nature humaine, c'est-à-dire un handicap ou je ne sais quoi, mais pas alors que Rousseau est le penseur de la nature, résolument. Et il est en plus la conscience, je dirais, critique des Lumières. Donc Rousseau est un penseur de la nature avec l'éducation à la nature, et c'est comme s'il y avait une schizophrénie entre d'un côté les milles, les confessions, le prophète solitaire, etc., où vraiment Rousseau est immergé dans cette nature, et puis tout d'un coup, on pose le grand texte du contrat social, et là on est dans le mythe de l'individu et du contrat in abstracto, alors que c'est in concreto, l'individu. Donc c'est très intéressant de... Nous reprenons, et étonnamment, un des penseurs qui est posé comme le père du libéralisme, Locke, par exemple, traité du gouvernement civil, et vous avez peut-être vu ce texte qui est très bien de Fabrice Flippo, qui s'appelle La clause de Locke, et Flippo voit très très bien que Locke, père du libéralisme, le grand chantre de la propriété, enfin je veux dire, on n'est pas un immense penseur de la nature, et bien lui, au contraire, dans le traité du gouvernement civil, à un moment donné, il va poser que nous avons tous un accès équitable aux ressources et que chacun, au moment où il prend une ressource, doit se soucier de laisser, entre guillemets, une part, en tout cas, il doit se soucier du maintien d'une certaine équité de l'accès dans cette ressource. Et il appelle ça la clause de Locke. Et c'est assez drôle de voir que les enfants du libéralisme que nous sommes, qui avons transformé le libéralisme en néolibéralisme, nous avons absolument nié qu'il y avait, au départ, une pensée possible chez Locke, mais même chez Adam Smith, avec la théorie des sentiments moraux,
Et on va toujours chercher chez Adam Smith la richesse des nations, on ne retourne pas à ce sentiment moral qui est absolument essentiel. Donc voilà, vous voyez, mais en gros, la naissance de la question de la nature comme nature en péril, c'est à peu près le mi-19e siècle. Voilà. On a les premières, avant on a bien sûr des poètes, etc., mais la nature n'est pas en péril. La nature est une abondance, la nature est d'ailleurs inséparable du divin, donc elle ne peut pas être en péril, mais la première conscientisation forte, comme ça, d'un moment, d'un shift possible, c'est 1860, un peu avant, et là on va avoir les philosophes, les forestiers, hein, avec la fin du 19e, avec Léopold, on va y revenir, la première création des parcs nationaux, hein, c'est Yellowstone, c'est tout ça, hein, donc c'est Yosemite aux États-Unis et puis ailleurs. En France, c'est assez drôle de voir que ceux qui ont une première conscientisation du danger qui tape sur la nature, entre guillemets, c'est l'école de Barbizon, de Fontainebleau, donc c'est des peintres qui tout d'un coup disent mais nous il faut absolument mettre sous cloche Fontainebleau, parce que comment on va peindre? Parce qu'on a besoin de peindre à partir de quelque chose qui existe, et pas simplement par le souvenir. Et donc on va créer à Fontainebleau les premières réserves artistiques, avant de créer des réserves biologiques. Donc on voit que, voilà, par un souci d'abord de l'esthétique qui est en train de partir, petit à petit, on va reconnecter sur le fait tout simplement d'une mise en commun du vivant. Parce que bien sûr, quand vous regardez Léopold, Aldo Léopold, forestier, philosophe, etc., là on est sur une conscientisation forte du fait que l'homme fait partie du vivant. Donc c'est encore une autre étape, on va y arriver. J'ai mis justement mon camarade Bourg, lorsqu'il expliquait qu'une des données fondamentales qui était en fait celle de la collapsologie, c'est pour ça qu'on parle de collapsologie, hein, donc on n'annonce pas la fin du monde, c'est pas ça la collapsologie, on utilise, et c'est ce qu'on va voir après, dans le sillage d'un autre grand penseur qui s'appelle Hans Jonas, qui a écrit un livre qui s'appelle Principe responsabilité, 1979, on utilise cette idée que, effectivement, il y a un effondrement qui produit, en fait, nous sommes dans un système de production de l'irréversible. Alors, si vous êtes très philosophe, vous dites, mais cette histoire d'irréversible, tous les jours, on fait un pas et on est dans l'irréversible. Hein, si vous êtes ami de Jean Kelevitch, comme moi, l'irréversible, vous trouvez que nous avons un compagnonnage avec l'irréversible. Bon, c'est pas tout à fait vrai. La nature permet quand même des recommencements et permet des réversibilités, et voilà. Et donc là, quand Bourg dit nous sommes dans une époque de dommages transcendantaux, c'est ce qu'il veut dire. Il veut dire que nous produisons des gestes qui produisent de l'irréversible, et cet irréversible est bien évidemment dangereux pour l'être humain, parce que l'être humain se dessaisira à ce moment-là d'un accès aux services écosystémiques, c'est-à-dire les services de la nature rendus à l'homme, hein, selon 4 grandes catégories. Et ces services écosystémiques sont absolument nécessaires, non pas pour maintenir l'homme dans sa survie, ça je dirais que ça se maintiendra, mais en revanche, ils sont nécessaires pour maintenir l'homme dans son humanisme, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Donc en fait, on se rend compte que les services écosystémiques, ça produit plus que de la survie. Ça produit de l'humanisme. Ça produit de la non-barbarie. C'est ça notre enjeu. C'est très différent. L'homme, a priori, en tout cas, avant de vraiment le décimer de façon intégrale, ça va mettre un certain temps quand même. Donc c'est pas tellement le souci, on est tellement nombreux. En revanche, le maintien de structures viables, solidaires, humanistes, c'est ça qui est véritablement en fait ce qu'on appelle le contrat social. Hein, et ces dommages transcendantaux, ça renvoie à ça. Et puis, bien évidemment,
Je vous ai mis, alors le grand shift, a priori quand même la date où on bascule dans l'Anthropocène, c'est concomitant d'un autre grand texte, la question de la technique, Heidegger, 49, vous l'avez dit tout à l'heure en entrée, en introduction, très rapidement, que dit Heidegger? Il dit tout simplement que, voilà, que la science s'est pervertie d'une certaine manière en technique. Qu'est-ce à dire? À savoir que la science s'intéressait, dit-il, à l'être des choses, et notamment à l'être de la nature, qu'il y avait donc une connexion très forte entre la science et la connaissance, dans le sens où on accueille ce qui est là et on essaye de comprendre ce qui nous entoure, alors que la technique ne fait pas ça, dit-il. La technique a une visée instrumentale de ce qui l'environne, et l'enjeu de la technique n'est pas de connaître, et c'est l'exemple que donne Heidegger, l'être du fleuve, mais de savoir comment le fleuve va produire de l'énergie. Et ça, c'est l'objet de la technique. Ce qui peut tout à fait se comprendre, mais nous sommes, dit-il, dans un monde où toute science devient en fait technoscience. Et donc, toute science fait, dit-il, aujourd'hui, de l'arraisonnement, c'est la terminologie chez Heidegger, elle arraisonne, elle enlève la raison de la nature, elle produit une dénaturation très très forte, et bien évidemment, chez Heidegger, c'est problématique dans un premier temps pour la nature, et c'est problématique toujours pour l'homme, puisque c'est notamment, je vous l'ai mis parce que c'est une des grandes thèses, enfin, une des grandes conférences que vous connaissez sans doute, qui peut être utilisée en architecture, qui est la conférence de 51 sur le bâtir, où précisément Heidegger va dire l'homme, en fait, le bâtir, l'habitat chez l'homme, c'est pas une fonction comme une autre. Voilà. L'homme habite le monde d'une certaine manière. Et s'il n'habite pas le monde d'une certaine manière, il n'arrive plus à se maintenir dans son humanité. Et en l'occurrence, il va poser, je suis très très vite, et vous me pardonnerez, il va poser ce qu'il appelle le quadripartie. Et le quadripartie, c'est ce qui organise pour lui la manière dont nous construisons des habitats. Et donc, chaque habitat, si on devait le construire, doit répondre à 4 grandes orientations. Et ces orientations, c'est un rapport avec le ciel. Voilà, donc vous mettez comme vous voulez. J'habite sous un ciel, dit-il. Un rapport avec la terre. Voilà, je suis sur Terre, donc j'ai un rapport aussi avec la Terre. Un rapport avec le monde des vivants, les hommes, donc je suis dans un système relationnel avec les hommes, et donc les habitats que je produis doivent aussi raconter quelque chose d'une relation communautaire avec ces hommes. Et puis, bien évidemment, dernier point, le sacré, le divin, le transcendant, et donc j'ai aussi un rapport avec la verticalité dans tous les sens du terme. Donc horizontal, vertical, les vivants, les morts, etc., etc. Et habiter, c'est ça. Donc on n'est pas là en train de dire simplement, tiens, je fais les murs de telle ou telle façon, mais en fait, Heidegger nous dit, voilà, quand on rentre dans une maison, quand on produit une école, quand on produit une institution, en fait, on raconte bien évidemment une relation bien plus fondamentale et ontologique à ce qu'on appelle l'espace-temps. Voilà, qu'est-ce qui nous a précédés, vers quelle destination de l'avenir nous allons, etc., etc. Donc le quadripartie, je pense qu'il est encore valable, parce que de fait, nous construisons pour durer et pour raconter d'une certaine manière une certaine présence au monde, que nous allons léguer en plus à ceux qui arrivent derrière nous. Et puis j'ai rajouté la notion de catastrophe des Lumières, puisque c'est généralement là que se pose la question aussi de la naissance de l'Anthropocène. Donc la catastrophe des Lumières, c'est quoi, c'est 45, c'est ce qui vient raconter la faillite tout de même des Lumières.
Donc nous sommes des postes lumineux, au sens où voilà, nous sommes les enfants effectivement des lumières allemandes, françaises, anglaises, etc. Mais nous sommes aussi les enfants de deux grands symboles de la catastrophe des Lumières, à savoir Auschwitz et Hiroshima. Et donc, très clairement, comment on pense la manière d'habiter le monde après un tel effondrement, en philosophie, c'est une question qui a construit la philosophie. Voire pour certains, voilà, en se disant, nous sommes peut-être plus capables d'habiter le monde, en fait, tellement nous sommes allés loin dans cet effondrement. Et c'est vrai qu'il y a une phrase, d'un psychiatre, pédopsychiatre important, et on va y revenir tout à l'heure, qui s'appelle Winnicott. Et j'aime citer cette phrase parce que, notamment avec mes camarades, mes collapsologues, et qui toujours mettent l'effondrement devant, nous les psychanalystes, ça fait longtemps qu'on a mis l'effondrement derrière, si j'ose dire, et qu'on dit l'effondrement a eu lieu, ce qui est la phrase de Winnicott. Alors quand Winnicott dit l'effondrement a eu lieu, bien évidemment, il ne pense pas ni à Auschwitz ni à Hiroshima, mais il pense au fait que l'effondrement a eu lieu, c'est celui de la naissance. C'est celui de la séparation inaugurale, c'est celui au moment où je rencontre un personnage assez compliqué, si je veux dire, qui s'appelle la finitude, en l'occurrence la mienne. Et donc l'effondrement, de fait, a toujours eu lieu. Et quand vous vous écroulez et qu'il y a un effondrement, le psychanalyste, généralement, vous fait comprendre que, en fait, l'effondrement a déjà eu lieu avant et que vous ne l'avez pas vu. Et que cet effondrement est en fait second. Et qu'il se joue toujours derrière une douleur plus ancestrale et une douleur plus inaugurale. Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais c'est pour ouvrir aussi sur ces notions d'effondrement. Alors, on parlait de Jonas, justement, les collapsologues utilisent ça. L'heuristique de la peur. L'heuristique de la peur, c'est de considérer que la peur n'est pas simplement une passion triste, ça peut être aussi un outil méthodologique. Bon, on pourra partager et disserter au moment de la discussion tout à l'heure. Moi, je suis plutôt une spinoziste. Je considère que les éthiques, quand même, sont plus efficaces quand elles se basent sur une espérance, mais on pourra ouvrir là-dessus, et je pense que précisément l'architecture participe quand même de cette espérance-là. Mais chez Jonas, on considère que la peur peut être une heuristique, un outil méthodologique pour intégrer qu'il y a déjà la menace, et donc produire un geste de transformation par rapport à cette menace. Bon. Là aussi, je trouve que les sciences comportementales sont intéressantes aujourd'hui parce qu'elles nous racontent quand même sensiblement autre chose. Il y a une force de déni qui grandit quand il y a un sentiment d'impuissance qui se pose. Donc tout dépend comment on présente cette idée de fin du monde. C'est pas si simple, vous le savez. Mais en tout cas, ça vient de là, Jonas, et Jonas c'est celui qui va renverser l'impératif catégorique kantien, puisqu'on avait une morale structuré par Kant, vous savez, avec deux grands principes, les deux grands impératifs catégoriques chez Kant, que vous trouvez dans la critique de la raison pratique, que vous trouvez dans la métaphysique des mœurs. Le premier, c'est agis de telle sorte que ta maxime soit universalisable. Bon, voilà, quelle est la grande maxime kantienne. Et puis l'autre maxime kantienne est de dire considère autrui toujours comme une personne, jamais comme un moyen. Donc c'est toujours autrui est une fin, toujours c'est un sujet, mais jamais. Donc c'est assez antinomique du fonctionnement pervers qu'on peut avoir aujourd'hui. Ces deux impératifs catégoriques, pour Jonas, sont insuffisants. Très clairement. Et donc il va dire pourquoi. La première, agit de telle sorte que ta maxime soit universalisable. Il dit c'est merveilleux, c'est très intéressant. Mais sauf que c'est une éthique individuelle qui aujourd'hui est insuffisante. Et donc Jonas, c'est celui qui va dire nous devons inventer une éthique politique. Pas simple. Nous devons produire une éthique collective, publique.
Parce que le simple geste individuel ne suffit pas. Aujourd'hui, la réalité de l'échelon, la réalité de la technoscience, hein, c'est ce qu'on appelle aussi, avec Gunther Anders par exemple, la supraliminarité. La supraliminarité, c'est de considérer que en fait, la science, nous n'avons plus les moyens de connaître l'effet de l'effet de l'effet de l'effet. Hein, donc, nous n'avons plus accès à ça. Donc nous ne pouvons pas en fait anticiper les conséquences d'une technique. On ne peut pas. Parce qu'elle est trop grosse, elle est trop matricielle, et donc, résultat, nous sommes obligés de faire de l'éthique by design dès le début pour formater la science différemment, parce que sinon, de toute façon, à partir du moment où on met la main dedans, c'est fini. Au niveau des conséquences, il y a un irréversible qu'on ne pourra pas empêcher. Et donc, premier passage, c'est une éthique publique collective. Deuxième chose, chez Kant, il n'est jamais question, si vous voulez, il y a une linéarité de l'histoire chez Kant. C'est pour ça que c'est un enfant des Lumières. Il y a ce rêve des Lumières. Le rêve des Lumières, c'est quoi? C'est un rêve de convergence. Le rêve des Lumières, c'est plus je connais, plus je comprends, plus je cohabite, mieux je cohabite avec autrui, voire même plus j'aime autrui, et puis plus je connais, plus je me conduis bien. Il y a quand même ce grand rêve d'une convergence des fins. Tout ça, ça s'appelle le progrès, et le progrès, c'est que la science, l'éthique, la paix, tout cela avance vers un même chemin. Bon, bien évidemment, la catastrophe des Lumières, c'est la non-convergence des fins. C'est-à-dire que non, c'est pas parce qu'on a compris plus de choses qu'on se comporte mieux, c'est pas parce qu'on a produit de la science que science et conscience, et donc on a fait l'expérience, au contraire, d'autant plus aujourd'hui, c'est pas parce que je connais mieux l'autre que j'ai envie de vivre avec, non, de fait. Je crois que les réseaux sociaux nous expliquent que non, et qu'il y a une hyper-proximité aujourd'hui qui produit au contraire de la rétractation, en tout cas qui n'est pas simple. Alors heureusement, c'est plus ambivalent que ça, bien sûr, mais on voit qu'en tout cas, c'est pas linéaire. Et qu'il y a des points disruptifs qui sont importants. Donc, pas de convergence des fins, mais surtout, Jonas va dire, ce qui nous constitue aujourd'hui, c'est le fait que nous devons penser notre éthique par rapport à la question du futur et des générations futures. Donc c'est tout ce qu'on entend aujourd'hui, et c'est ce qu'il appelle, lui, l'éthique du futur. Voilà, et il va dire, il faut une nouvelle maxime, et c'est, en paraphrasant, le maintien d'une vie agit de telle sorte que tu maintiens une vie authentiquement humaine pour les générations futures. Voilà, c'est ça la nouvelle maxime, et on est dans ça aujourd'hui. On est clairement dans ça. Quand on produit quelque chose, quelle que soit cette forme, notre production de forme, que ces formes soient celles du design, de l'architecture, etc., nos productions de forme ne doivent pas entacher, mettre à mal la préservation de cette vie authentiquement bonne, ou authentiquement humaine pour les générations futures. Alors là, ça renvoie plus spécifiquement, effectivement, aux thèses qui sont évoquées dans le livre tout à l'heure cité. Et je vous renvoie, donc ça c'est tous les psychologues de la conservation, Peter Kahn, mais il y a Susan Clayton, il y en a plein d'autres, il y a Kellert, qui ont travaillé sur une notion problématique qui s'appelle l'amnésie environnementale, pour essayer de comprendre pourquoi nous nous comportions si mal, ou en tout cas voilà, avec la nature. La thèse qui est posée là, c'est d'abord celle de l'amnésie environnementale. C'est quoi? C'est-à-dire que Peter Kahn dit chaque génération naît en considérant que le niveau de référence juste de sentiment de viabilité avec la nature est celui de l'année de sa naissance. C'est ça. En fait, on part de là. Or, non, une histoire nous a précédés, et donc, non. Et que donc chaque génération dit « Oh là là, c'est vrai, c'est terrible, hein, ça va vraiment pas bien par rapport à ma grande période où moi je suis née, et qui déjà était bien évidemment dans un niveau de détérioration fort. » Et donc, il appelle ça l'amnésie environnementale. Et donc, il dit c'est un problème, c'est que nous avons produit des générations, nous avons produit une civilisation qui produit de l'amnésie environnementale.
Et déjà, nous devons donc repenser toute notre transmission en termes d'éducation, etc. En fait, nous sommes, c'est comme si on n'enseignait pas les mathématiques. Si je veux prendre, voilà, imaginons que voilà, la civilisation n'a jamais enseigné les mathématiques, puisqu'elle trouve que ce truc-là, c'est pas très intéressant. Ben, c'est la même chose. La civilisation n'a jamais vraiment enseigné la relation à la nature comme véritablement lieu épistémologique, quoi. Comme une épistémologie qui est absolument nécessaire pour faire une chose correcte, quoi. Donc, résultat, ça produit une ignorance et notamment une amnésie environnementale. Et puis, par ailleurs, donc, c'est aussi la thèse des expériences de nature, que nous nous comportons plus ou moins bien selon les expériences de nature que nous avons faites durant notre vie. Et nous avons là aussi une dévalorisation qui ne dit pas son nom souvent, des expériences de nature. Il dit voilà, on arrive d'un monde qui faisait des expériences de nature directes. Donc qu'est-ce que c'est que ce monde? Et ça, c'est notamment tous les travaux de Susan Clayton. Les expériences de nature directe, c'est, je dirais, les expériences où nous ne prenons pas rendez-vous avec la nature. Voilà, nous y sommes. Donc je vais à l'école le matin, pour y aller, je traverse une forêt, je marche sur un chemin, voilà. Donc ça s'appelle la ruralité, ça s'appelle une autre façon de vivre, mais je ne prends pas rendez-vous avec la nature. Je suis immergé dans la nature et donc de toute façon, je vis avec les saisons sans me poser la question de cela parce que c'est évident. Les expériences indirectes, c'est plutôt les prises de rendez-vous avec la nature. Et ça, on a tous fait ça, on est tous allés, en tout cas nous en France, on est tous allés à la forêt de Fontainebleau avec notre école, on est tous allés à la forêt de Rambouillet, et d'ailleurs on s'en souvient tous, et on a tous grimpé au même moment sur l'arbre, et puis voilà, et on est allé ensuite dans les serres du Muséum National, et ça, c'est pas nul. Puis après on est allé à Dieppe, sur la mer, etc. On a fait une place verte, moi c'était le château d'Eynac, etc., etc. Donc on a pris, qui est une expérience de nature, mais qui est une expérience de nature particulière, une expérience indirecte. Et puis, donc déjà on a beaucoup de disparitions d'expériences directes, et ça c'est problématique, nous dit-il, même mentalement, au niveau de la santé mentale. Et puis même, on a des expériences indirectes qui sont de plus en plus rétrécies. Et puis, dernier point, alors là, en revanche, où on a une montée, mais qui est quand même un peu particulière, c'est les expériences de nature vicariantes. Par exemple, les jeux vidéo. Donc là, on a énormément, alors là, on a un grand retour de la nature, mais ça se passe sous un casque, en immersion, ou au travers d'un jeu vidéo, ou d'une scénographie plastique, ou que sais-je. En tout cas, c'est une symbolisation, c'est pas non plus neutre, mais de fait, l'expérience symbolisée de la nature n'est pas l'expérience naturelle. C'est un viatique, c'est pas inintéressant. Surtout aujourd'hui, on le voit très clairement, on a un usage thérapeutique de l'immersion dans la nature, qui produit un effet d'apaisement, de bien-être, mais quand même, on aurait simplement un jardin en bas, ça serait quand même sensiblement plus efficace. Nous sommes les héritiers de Léopold, et les héritiers de Léopold, c'est tout simplement, j'en parlais tout à l'heure, Grand Forestier, ce texte. Et là, ce qui est intéressant, c'est un des premiers à avoir formulé le fait que dorénavant, quand nous parlons de la communauté politique, qu'est-ce que c'est la communauté politique? Ce sont les morts et les vivants. Pas oublier que les morts sont constitutifs de la communauté politique. Mais en fait, dit-il, il faut aller vers une définition beaucoup plus extensive de la communauté politique. Et c'est dans l'Almanach, notamment, où il dit, voilà, la communauté politique, elle s'étend au fleuve, au sol, au territoire, etc., etc. Donc là, on a vraiment un contrat naturel absolument clé. Nous sommes, là aussi, les héritiers de Naess. Naess, c'est un des autres grands penseurs du début de ce siècle et puis contemporain, bien sûr, enfin mort, mais contemporain au sens du XXe. Celui qui a pensé la nature, vous savez,
avec l'écologie profonde et l'écologie superficielle, hein, c'est le grand penseur de la wilderness. Bon, nous, ce qui nous intéresse là, c'est le fait que notre rencontre avec la nature, elle se fait au travers de deux grandes valeurs. Soit nous considérons la nature comme une valeur instrumentale, elle nous sert à quelque chose, soit nous avons un rapport éventuellement de valeur intrinsèque, la nature en tant que telle, en tant qu'éventuellement même sujet de droit. Donc ça pose des questions hein, de conflictualité possible, éventuellement si on pousse jusqu'au bout, c'est absolument intenable. Donc on est obligé quand même de ne pas pousser jusqu'au bout la valeur intrinsèque de la nature. Mais chez les écologistes profonds, il y a quand même ce geste-là paradigmatique. Et puis de dire, et là c'est quelque chose qui renvoie plus à une vérité clinicienne de l'homme, que l'homme ne peut pas accéder à son soi sans prendre en considération ce qu'il appelle le soi du monde. Donc il y a une visée vraiment écosystémique au cœur de la conscience humaine. Voilà, l'homme a peut-être une exceptionnalité, mais cette exceptionnalité n'est certainement pas ni une toute-puissance, ni une séparation du monde du vivant. Cette exceptionnalité, elle est plutôt du côté de l'éthique, elle est plutôt du côté de l'empathie, elle est plutôt du côté de la responsabilité, hein, d'être le garant d'une certaine forme de protection de la nature. Et ce qui est certain, c'est que pour accéder à la conscience profonde, on parlerait peut-être de mindfulness aujourd'hui, le lien avec la nature est déterminé. Donc vraiment, accès à l'humanité, à mon humanité, par le viatique du vivant, et pas exclusivement par le viatique humain. Donc ça, c'est un des points importants. Et puis nous sommes aujourd'hui les héritiers aussi de deux grands penseurs qui sont absolument, je pense, déterminants. Bruno Latour, que vous connaissez sans doute, et où, alors voilà, il y a eu ce grand moment, vous savez, de la rotondité de la Terre, pas très joli, mais qu'est-ce que ça dit? Ça dit, voilà, bon, ce qu'avaient déjà pressenti, bien évidemment, les penseurs de la fin du 19e, mais pour le coup, qui s'est rendu compte, c'est plutôt les vivants du 20e, les vivants du 20e, quand ils ont fait cette expérience, et que la NASA nous a fait partager de la rotondité de la Terre, c'est-à-dire avec Apollon, avec 1969, avec le fait de dire que Michael Collins, vous savez, le dernier astronaute, c'est pas Armstrong, c'est pas, comment il s'appelle l'autre, Buzz Aldrin, c'est Collins qui dit, voilà, moi, fondamentalement, ce que j'ai découvert avec la Lune, c'est la Terre. Bon, hein, c'est-à-dire que, voilà, ce que j'ai vu, c'est ce fanal bleu, absolument vulnérable, terriblement fragile, et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et cette image, dans la conscience, elle a été déterminante, comme quoi les images, quand même, participent d'une prise, d'abord pour l'esthétique, splendide, mais aussi pour le fait de se dire, ah mince, oui, de fait, on peut tracer. Il y a quand même quelque chose qui est fermé dans cette histoire, même si c'est immense, et même si, quelques années plus tard, Ensionas disait, voilà, le mal vient du fait que nous nous voulons trop de bien, sous-entendu la surconsommation, etc., etc. Et que donc c'était, là aussi, on pourrait appeler ça, nous, la banalité du mal, si on se référait à une notion de Arendt, banalité du mal, parce que d'une certaine manière, personne ne veut faire du mal. Tout le monde veut trop de bien. C'est pas tout à fait la même chose. Hein. Et là aussi, donc Latour, il a écrit un petit texte que je vous invite à lire. Il est petit, qui s'appelle « Où atterrir ?» et qui est véritablement dans le fait que tous les prochains gestes, là encore, de production conceptuelle, de production de forme, de production de politique publique. Donc vous voyez, vraiment je suis très très générique. Tous les prochains gestes portés par les humains doivent se soucier de cette question. C'est quoi le lien à la Terre? Voilà. Donc et il appelle ça atterrir. Voilà. Donc, et ça va en sciences humaines et sociales, l'enquête.
vraiment la base, qui est la base de la sociologie, jusqu'au fait de produire des terrains de vie et de considérer que voilà, nous devons à chaque fois nous soucier de la qualité de la vie qui va émerger de nos productions, encore une fois, de forme. Et puis nous sommes les héritiers de la première, puisque maintenant nous en avons deux, de la première prix Nobel femme en économie, qui était Ostrom, et qui est le grand penseur des Commons. Là aussi, nous sommes les enfants des Commons, c'est-à-dire, voilà, nous ne sommes plus totalement que les enfants de Locke. Les enfants de Locke, c'est quoi? C'est les enfants du fait que, qu'est-ce qui est chez Locke la base du contrat social? C'est la notion de propriété. Et là, c'est plutôt la notion d'inappropriable. Est-ce qu'il y a quelque chose qui résiste à la propriété? Est-ce que nous devons aller vers plutôt des usages que plutôt des possessions, etc. etc. Hein, vous connaissez tout ce... Est-ce que nous devons penser des biens communs plus forts, plus régulateurs que simplement de la privatisation des espaces? Donc là aussi, c'est tout un réaménagement de la manière dont on construit des espaces. Là aussi, un point important, et on commence déjà à être dans la deuxième partie sur qu'est-ce que c'est prendre soin du monde. C'est des penseurs comme par exemple Éloi Laurent, qui est un économiste et qui va très bien montrer ce qu'on appelle les boucles de vulnérabilité. Les boucles de vulnérabilité, c'est très simple. On a un très bon état de l'art aujourd'hui qui nous montre sur le territoire terrien, donc véritablement dans la guerre internationale, que là où il y a du déficit démocratique, il y a immédiatement donc, du déficit de gouvernance démocratique, de citoyenneté démocratique, de droit, etc. Là où il y a ce déficit, donc on va dire première boucle de vulnérabilité démocratique, il y a immédiatement un ajustement sur les terres, donc une vulnérabilité environnementale, pillage, spoliation, vente des terrains à des puissances extérieures pour rien, typique Afrique, etc. Donc vulnérabilité environnementale. Troisième, vulnérabilité humaine, socio-économique, immédiate. Donc on a des boucles de vulnérabilité absolument pas irréversibles, parce que de fait, si on remet dans l'autre sens de manière, si on recrée des cercles plus vertueux, on voit immédiatement que ça recrée dans l'autre sens, mais qu'il n'est plus possible aujourd'hui de dissocier en gros la justice sociale de la justice environnementale. C'est ça aussi que ça dit. C'est-à-dire que, ou la citoyenneté d'une citoyenneté environnementale. C'est absolument... voilà. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes aussi dans un monde dit d'intelligence collective, ce qui n'est pas simplement, bien sûr, la somme des intelligences individuelles, mais ce qui est la force d'un réseau. Et donc, les sciences participatives sont absolument à solliciter dans cette histoire. Vous l'avez dit, moi je suis un ancien chercheur du Muséum national d'histoire naturelle. Et le muséum a été un des premiers et est aujourd'hui un des meilleurs spécialistes des sciences participatives, où on considère que voilà, il y a des producteurs de données scientifiques qui s'ignorent, si j'ose dire, et ce sont les usagers. Et donc il faut absolument, et c'est demain aussi important, ça veut dire que quand on a un architecte, les usagers d'un bâtiment sont des producteurs de données scientifiques pour améliorer ce bâtiment. Voilà, de façon très concrète. Nous, aujourd'hui, à la chaire de philosophie à l'hôpital, je vous en parlerai, on utilise les patients, bien sûr, les sciences participatives et les patients. Alors tout ça, bien sûr, dans un respect de la confidentialité des données, de la protection des données, bien sûr, mais il y a un fond régulateur de pratiques, d'invention, qui est sous-estimé encore, parce qu'aujourd'hui, qui prend les données? Les GAFA, mais nous avons très peu d'usage citoyen des données. Très peu. Et ça, c'est un enjeu colossal de transformation de nos manières d'être. Bon. Donc ça, c'est un point important. Et puis, vous avez tous ces auteurs aussi, là, à partir desquels nous travaillons. Quand je disais tout à l'heure « design with care » et « archi with care », c'est ça. Le care, c'est quoi?
c'est le prendre soin du monde. Donc le care, c'est pas simplement la santé, hein. C'est ce que dit Tronto, je vous ai Gilligan, Tronto, Nussbaum, c'est que notre premier acte, en fait, bien sûr, nous transformons le monde, mais qu'en fait, nous ne devrions pas simplement transformer le monde, mais réparer le monde, ce qui n'est pas tout à fait, là aussi, la même chose. Et que le soin est la seule manière d'habiter le monde. Et que nous avons plutôt tendance à produire des sociétés qui font tout pour rendre invisibles les pourvoyeurs de soins et les déconsidérer, les dévaloriser, alors que le monde sans soins n'est pas habitable. C'est impossible. Et d'ailleurs, nous sommes, en plus, sapiens sapiens, véritablement, pour le coup, comment dire, l'espèce qui ne peut exister d'abord que par ce soin. Voilà. Ça, c'est, voilà. Et donc, c'est... Et je dirais que quand j'ai dit tout à l'heure, voilà, la transformation du monde portée par la gestion et plutôt d'aller vers le prendre soin, c'est la considération de la vulnérabilité. Si je veux être rapide, la gestion, c'est quoi? La gestion, un modèle gestionnaire attrape un système, pointe des lieux de performance et va mettre ces lieux de performance en surchauffe et va essayer, et la vulnérabilité est identifiée pour être virée. En gros, je caricature très méchamment. Le prendre soin va identifier les points de vulnérabilité, rendre capacitaires ces points de vulnérabilité, produire de l'homéostasie, de l'équilibre, et ne pas aller en surchauffe, et viser une soutenabilité. Donc c'est quand même une manière de fonctionner très différente, notamment pour les ingénieurs, ou notamment pour... Voilà. Donc c'est comme ça qu'on travaille. Et puis on est, voilà, aujourd'hui d'ailleurs on a une thèse qui va commencer à la chaire de philosophie à l'hôpital sur les conditions spatiales du prendre soin, qui est portée par une architecte, en philosophie de l'architecture. Et puis en gros aujourd'hui on est dans un passage, vous le savez, quand même de... voilà, on est passé de la charte d'Athènes à quand même plutôt à Aalborg. Aalborg, c'est quoi? Ben, c'est le modulable et c'est pas l'hyperfonctionnalité, mais plutôt la multifonctionnalité. Je passe vite parce que ça, normalement, vous connaissez mieux que personne, ou alors on en discutera dans le moment. C'est la question du participatif qui est déterminant dans Aalborg. On ne construit pas, on ne fait pas de l'aménagement du territoire comme ça. On est tout le temps avec les parties prenantes, donc c'est pas simple non plus. Mais c'est comme ça. C'est la question des espaces résilients, voilà, et bien sûr de la durabilité, et surtout de la multifonctionnalité. La possibilité d'inventer des usages différents et de ne pas avoir de séparation de la fonctionnalité, là aussi ce qui est assez antinomique, bien évidemment, d'Athènes. Habiter le monde, c'est fonctionner dans notre seul accord universel, aujourd'hui, c'est l'accord de Paris. Voilà, je ne sais plus combien il y a de signataires, mais enfin quand même un certain nombre. C'est quoi? On est dans l'article 2, c'est pas de limiter pour non plus accéder à 2 degrés mais à -5, et donc l'objectif majeur de tout, c'est la neutralité carbone. Donc c'est un objectif de réduction des émissions, absorption soit par des puits naturels, soit par des puits artificiels. C'est bien évidemment améliorer les technologies de capture et de stockage du CO2, je passe rapidement, les améliorations, c'est réduire les émissions fossiles, c'est décarboner nos modes de production, c'est ça le cahier des charges. Aujourd'hui, le cahier des charges, c'est le vôtre. Donc voilà, réduire les consommations d'énergie, avoir bien évidemment, parce que ça c'est pas simple, une révolution numérique écolo-compatible, quand on sait bien évidemment la question des terres rares, des data centers, donc tout ça, ben voilà, demain il va falloir, si on veut des bâtiments qui communiquent entre eux avec leurs données superbes, enfin si derrière il y a un data center qui est comme ça, bon ben on ne sait pas encore faire. C'est tout ce qui renvoie à l'efficacité énergétique, l'agroécologie, les bâtiments neutres, l'énergie positive, bon, les assainissements alternatifs, on en parlait tout à l'heure. Bien sûr,
au niveau plus individuel, la sobriété, régime alimentaire, la consommation responsable. Donc c'est quand même toute une révolution de toute la chaîne des parties prenantes, des carburants décarbonés, etc. Voilà ce que c'est que le cahier des charges, éco-conception, éco-quartier, tiers-lieu, rénovation énergétique, HQE, le maintien des prairies naturelles, la lutte contre l'artificialisation des sols, la biomasse, le principe de solidarité écologique. Je ne sais pas si vous avez une loi là-dessus, mais nous en France, on a une loi maintenant depuis 2015, je crois, ou 2016, sur la solidarité écologique qui vient être le viatique, le principe évaluateur de toutes nos politiques publiques. Ça renvoie au principe notamment de One Planet Living. Voilà, juste là. Des exemples, vous les connaissez, hein, de ces éco-quartiers, j'en ai mis plusieurs, c'est Betzet, c'est Vauban, c'est Los Angeles. Alors voilà, il y a de tout, j'ai mis les deux. Masdar, c'est quand même, voilà, c'est quand même une arnaque totale, hein, de fait. Et alors je l'ai mis aussi parce que ça se vend, bien sûr, comme, voilà, mais au milieu du désert, produire tout d'un coup une espèce d'enclave splendide, mais qui elle-même est splendide à cet instant T, et voilà, qu'est-ce qu'elle déconstruit au-delà. Bon, mais en revanche, Los Angeles c'est tout à fait intéressant, Mata c'est intéressant, tout ce qui se passe même au Maroc, il y a des choses, voilà, des villes qui se repensent totalement pour produire des autarcies et des autonomies viables, soutenables, encore une fois. Voilà, Brighton, enfin bref, je vous ai rappelé quelques noms, il y en a aujourd'hui beaucoup d'autres. Donc on change quand même d'échelle, ça marche, c'est opérationnel, c'est un niveau municipal, et c'est vrai que ce niveau municipal, il est absolument clé, et donc on a un outil. Je ne l'ai pas mis tout à l'heure, mais je vous y renvoie. L'accord de Paris, c'est le C40. C'est certainement plus intéressant d'aller voir le C40, c'est-à-dire l'association des plus grandes villes du monde autour de l'accord de Paris. Et de dire, bah tiens, comme les États, en fait, disent qu'ils font, mais enfin c'est beaucoup plus compliqué, nous, maires des grandes villes, parce qu'en fait c'est dans les grandes villes que les boucles de vulnérabilité sont encore plus importante, nous décidons au niveau municipal d'avancer seuls sur cette question de la mise aux normes des accords de Paris. Et je dirais que ces endroits ont déjà fait ce travail-là. Alors, qu'est-ce que nous fabriquons, et je vais en terminer parce que sinon voilà. On avait une heure et puis une demi-heure de questions. Il y a 8 minutes encore. Tenez bon. Et donc, Design with Care, exemple, incarner le continuum du soin. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, voilà, prendre soin de la nature et de l'humanisme des hommes. En gros, hein, c'est de ne pas dissocier cet humanisme, ce contrat naturel d'un contrat social. Et on a mis en place, à la chaire de philosophie à l'hôpital GHU, donc groupe hospitalier universitaire de Paris, psychiatrie et neurosciences, et à la chaire humanité et santé, moi je suis donc titulaire de ces deux endroits, un grand séminaire qui s'appelle Design with Care. Et ce séminaire travaille sur, voilà, en gros, ces points-là, de modéliser le monde à partir de, bien évidemment, de classiques, le monde animal, bien sûr, donc tout ce qui renvoie, mais pas que, le monde végétal, mais aussi le cellulaire, enfin d'aller trouver quantité, donc simplement c'est un plaidoyer pour l'interdisciplinarité, hein, d'aller chercher dans quantité d'écosystèmes autres des modélisations qui peuvent nous permettre d'être mieux, tout simplement, à la fois mentalement, physiquement et de manière environnementale. C'est pareil sur la question du neuronal. Alors j'ai mis ça parce que nous sommes quand même psychiatrie et neurosciences dans un univers de psychiatrie, notamment aussi connivant parfois encore, même si c'est pas simple, avec la psychanalyse, et donc la question de l'inconscient, c'est toujours pas simple pour... voilà. Et je vous ai mis le pli, le chiffonné, juste pour que vous compreniez, parce que c'est peut-être pas évident comme ça. C'est en gros, le chiffonné, c'est la manière dont Lacan
dans le séminaire 11 notamment, et puis dans une quantité d'autres endroits. Je dirais, alors c'est moi qui le dis comme ça, mais c'est ce que ça veut dire, définit l'architecture de l'inconscient. On va le dire comme ça. Du chiffonné. Alors pour le chiffonné, c'est un enfant qui lui fait penser ça, qui vient lui raconter un rêve et lui dit voilà, j'ai rêvé d'une girafe, etc. Et il fait comme ça, et il lui tend et il dit elle était toute chiffonnée. Bon. Et Lacan, on essaie de comprendre ce qui se passe. Et en fait, ce que Lacan va dire, c'est que le chiffonné, c'est précisément le langage de l'inconscient, et sans doute vous avez déjà fait cette expérience de chiffonner, c'est-à-dire qu'en fait l'espace-temps se courbe, il est différent dans l'inconscient. Quand vous traversez une maison dans votre inconscient, ce qui arrive souvent, elle a souvent quantité de portes, puis de portes qui ne sont pas du tout là où il faut, ou d'escaliers qui sont à l'envers, ou etc. Si vous n'avez pas fait ces expériences, je dirais que la vie est longue et que vous allez les faire, et que visiblement vous n'avez pas encore. Voilà. Donc qu'est-ce que c'est? Et c'est tout simplement une architecture portée par l'angoisse. C'est-à-dire que quand l'angoisse se dit de façon spatiale, en fait, elle va transformer l'espace dans l'inconscient. Les maisons ne sont plus les mêmes. Les maisons ne s'ouvrent pas de la même façon, etc. Et ça dit un rapport à l'angoisse. Ça dit quelque chose où le sujet ne s'en va bien. Bon. Et donc, je vous ai mis la notion chez Deleuze, qui est plutôt celle du pli, un très grand livre qui s'appelle Le Pli. Et donc, nous aussi, on travaille là-dessus. C'est ça que j'essaye de vous dire. D'ailleurs, quand tout d'un coup, on se dit, tiens, au fait, quand on est, si vous connaissez les toiles d'Escher, Escher est un grand peintre, notamment des années 30, 40, et Escher fait des boucles à l'envers, des rubans de Moebius, etc. Et il fait des architectures qui sont des architectures absolument terribles, terriblement angoissantes. Mais nous travaillons à partir de là pour essayer de comprendre ce que notre vulnérabilité dit dans ces architectures et éventuellement les renverser pour dire non, produisons l'inverse, produisons du chiffonné qui éventuellement produirait du bonheur. Enfin voilà, donc vous voyez, on s'amuse. Hein, notamment. Donc on va dans tous les territoires. On travaille sur, là aussi on va passer, mais en gros, on a trois grandes choses, c'est-à-dire on se dit, voilà, comment une architecture, comment du design produit des nouveaux récits. Bon, voilà. Donc on travaille beaucoup avec les notions de fiction régulatrice. La fiction régulatrice, c'est pas du fantasme, c'est pas une croyance, c'est pas non plus un concept, c'est pas non plus une idée. Pourquoi on travaille avec les notions de fiction? Parce qu'elles sont en partage, parce qu'elles permettent une interprétation plus ouverte, une plurivocité, si j'ose dire. Et puis, voilà, on travaille avec les notions aussi lacaniennes, symbolisation imaginaire, réelle, avec les notions de sérendipité, etc. Bref, bon, c'est un des points sur le fait de comment on produit un récit à plusieurs régulateurs ou comment on produit des récits, puisqu'on sait tout de même que une communauté qui n'arrive plus à faire récit, c'est problématique, un individu qui n'arrive plus à faire récit, c'est problématique, et donc nous, tout simplement, on essaye de voir quelles sont les productions de formes qui nous aident à produire ce récit. Donc c'est un point. On est là, par exemple, voilà, on travaille avec des choses qui ne sont pas, on va dire, des partenaires peut-être classiques, mais qui vont devenir, je pense, des partenaires de plus en plus classiques des architectes et des designers. Par exemple, vous voyez, cette architecture, on ne la voit pas très très bien, où on essaye, en tout cas c'est ce que l'architecte s'est posé, de dire mais tiens, au fait, est-ce qu'il y a des espaces qui peuvent davantage nous faire comprendre la dette, la question de la dette, la question de l'endettement. C'est assez drôle de voir que c'est particulier de dire tiens, bon. Et donc ça, on identifie des architectes qui se disent mais tiens, oui, il est clair que quand on produit un parlement, une salle de cours, un amphithéâtre, de fait on produit derrière
ce que nous on appelle en philosophie politique un certain type de rationalité publique. Il est évident que voilà, à partir des espaces que nous construisons, nous produisons un certain type d'émotions. C'est Martha Nussbaum avec les émotions démocratiques. Donc, on essaye de dire, voilà, quelles sont les productions de forme qui vont nous amener à nous dire, tiens, prendre soin de ce lieu est important, prendre soin de ce temps est important, etc., etc. Donc, c'est ça qu'on cherche. Élise Morin, par exemple, c'est de dire, est-ce que demain, nous pouvons produire de la signalisation qui est beaucoup plus intégrée. Au lieu de mettre des panneaux partout, des interdits, des machins, des trucs, bon, je ne sais pas quoi, est-ce qu'on peut avoir une signalisation portée par la nature qui fait en fait ce travail de signalisation? Bon. Et elle, en l'occurrence, elle travaille sur d'avoir des plantes alertes qui tout d'un coup, quand vous avez un seuil de pollution, les plantes, elles virent, elles sont rouges. Et donc tout d'un coup, il n'y a même plus besoin de dire le panneau pollution interdit des voitures parce que l'univers change, quoi. Et donc, elle travaille sur ce type de choses-là. Et nous, on ouvre en se disant, mais tiens, c'est intéressant de dire qu'est-ce que c'est qu'une signalisation beaucoup plus intégrée dans un système, et donc qui produit moins d'externalités négatives, etc. Et puis, nous faisons aussi ce qu'on a rebaptisé des proof of care, en bon français. Donc ça renvoie à quoi? Ça renvoie bien sûr au proof of concept, hein, les preuves de concept. Les preuves de concept, c'est quoi? Ce sont des expérimentations in situ, frugales, éphémères, qui viennent prototyper des solutions. Ces solutions pouvant être des objets, ces solutions pouvant être des applications numériques, ces solutions pouvant être des réorganisations d'un système. Et nous poquons, là aussi, bon français. Donc nous avons dit, non, les proof of concept, ça ne nous suffit pas, on va faire des proof of care, des preuves de soins. Et donc en gros, nos expérimentations, elles doivent produire du soin et on doit mesurer. Et on doit trouver les indicateurs pour montrer que, tiens, on a produit une expérimentation qui, de fait, a fait du soin. Et nous faisons par exemple aujourd'hui, je vous invite, hein, si ça vous amuse, parce qu'il y a toujours un principe aussi ouvert, participatif, et donc nous poquons à l'HEPE, donc l'hôpital, pour l'instant, donc l'hôpital Georges Pompidou européen, hein, de Paris, service des urgences. Donc, c'est quand même un peu particulier de se dire qu'on... Voilà. Et on a 10 prototypes qui vont être testés là-bas et qui ont été pensés avec les équipes, de jour comme de nuit. Donc quand nous on s'est aussi installé la nuit pour faire venir les équipes de nuit qui travaillaient avec nous sur les prototypes. Et ces prototypes, ils sont là pour réinventer les urgences. Et ça va de changer l'accueil, le machin, le truc, à créer une application pour ne pas perdre ses patients. C'est quand même assez hallucinant au XXIe siècle. Mais quand vous avez le chef des urgences qui vous dit moi j'ai un problème, je perds mes patients, vous dites où est-ce qu'on est quand même? Où est-ce qu'on est? Et on me dit, mais vous savez, il y a un truc qui s'appelle la géolocalisation, donc c'est quand même welcome, quoi. Tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire que nous, philosophes, ingénieurs, architectes, designers, on arrive dans un endroit qui est dédié aux soins, qui se fait totalement vampiriser par quantité de choses qui n'ont rien à voir avec le soin, notamment parce que nous sommes dans des idéologies gestionnaires, et que nous, notre travail, ça va être précisément de récupérer du temps pour qu'il retourne aux soins et que précisément une application se charge de ça, ou une réorganisation se charge de ça, ou tout d'un coup on fait rentrer des réseaux de patients qui vont prendre sur eux telle ou telle aide, ou etc. etc. Donc la chaire de philosophie à l'hôpital, c'est vraiment une structure qui va de la théorie, l'enseignement, etc., jusqu'à la production de formes et jusqu'à la rénovation de la clinique. Et je termine, alors ça vous connaissez, bien évidemment, on travaille beaucoup avec ces questions de design des milieux anthropisés, voilà, de la question du biomimétisme, donc les travaux de Benayus, voilà, bon, le principe organisationnel du vivant, la génération des pratiques biocompatibles, voilà, bon, vous connaissez, et puis les proof of care, remplacer la gestion par le prendre soin, la prise en compte de la générativité du vulnérable, ça c'est très important, quand je vous le disais tout à l'heure, on identifie des points vulnérables et on identifie
à ce moment-là, de façon assez mathématique, quel est le type de générativité de concept qui se produit à partir de ce vulnérable. Rien inventé, hein, ça s'appelle dans d'autres endroits le jugad, par exemple. Bon. Mais c'est vrai que le vulnérable, si on sort de la catégorisation morale et juridique de cette notion, si on prend simplement ça comme un problème mathématique, c'est quoi? C'est un lieu d'hypercontrainte, et on sait très bien que l'hypercontrainte produit l'innovation. Voilà, c'est produit de la générativité. Donc à ce moment-là, nous, ingénieurs, école des mines, etc., on va sur ces points de vulnérabilité et on essaye de comprendre ce qui se joue et comment ça va tordre et comment ça va réinventer un usage, quelque chose, nécessairement. Et comment cette générativité qui se joue dans le vulnérable, en fait, elle est matricielle pour beaucoup d'autres choses. Et comment elle est régulatrice par rapport à des points de vue, des dynamiques plus solidaires, etc. Comment elle change la vie des gens. Et on le mesure et on le voit, et ça marche. Et puis, bien sûr, voilà, on essaye de pas simplement faire du penser d'un côté et du faire de l'autre. On essaye de switcher. Alors, les inspirations, juste pour rire, à la fin. Parce que voilà, se réconcilier, alors là on a un travail en ce moment qu'on commence sur l'enjeu étant de se réconcilier avec les nuages en gros. Bon, ça ne vous avait pas paru nécessaire peut-être, mais nous on trouve que c'est très important de se réconcilier avec les nuages, puisque en gros les nuages aujourd'hui c'est ça. Où est-ce qu'il est? C'est celui-là, là. En gros, on est les enfants de le nuage de Tchernobyl, quoi. Et donc, si on peut récupérer un nuage qui n'est pas délirant, qui fait peur, qui machin, qui est rempli de particules fines et tout, ça nous intéresse davantage. Et donc, on a repris voilà, des travaux de Masanao Abe qui sont assez magnifiques, tout simplement. Le plaisir d'aller, voilà, c'est très bachardien hein, ce que je vous propose là, c'est-à-dire d'aller se nourrir des éléments tout simplement pour produire des formes. Hein. Bon, bah, vous voyez, c'est un des premiers grands comment dire, observateurs de la systémique des nuages. Il a fait des photos splendides, sublimes de ça. Et on voit que, en fait, ben voilà, hein, ça peut nous permettre de produire aussi des structures qui s'inspirent précisément des nuages, avec des structures totalement éphémères. Hein. Celle-là, elle n'est pas dédiée à l'habitat, elle est plutôt dédiée à la connivence. C'est-à-dire qu'on vient là, on rencontre, on se pose, puis bien évidemment on repart parce que c'est... Hein, c'est pas, voilà, vous connaissez peut-être ce serpentine qui était assez beau. Mais c'est aussi ça, de façon plus grossière, bon, la fondation Louis de Hongrie, qui quand même, bon, bah, s'est dit, je vais faire un nuage, il faudra aller vérifier quand même le caractère écolo-compatible, mais enfin, en l'occurrence, il a fait du nuage. C'est Stark qui aussi s'est dit, je vais faire du nuage, donc voilà. C'est des choses plus étonnantes avec le Light Park que vous connaissez peut-être, qui est la structure à côté. Là aussi, pas simple, parce qu'il y a toute une partie totalement écolo-compatible, totalement, puis une autre pas si simple que ça, mais je vous la donne en partage. Ça, c'est des rêves, hein, c'est pas encore totalement posé. Et puis ça, en revanche, qui est assez aussi, qui est connu, mais qui est intéressant, c'est-à-dire comment... ça, c'est très Sloterdijk, hein, pour ceux qui connaissent le philosophe, qui considère que... aussi, ça, je ne sais pas s'il est venu ici, Sloterdijk, mais voilà, quelqu'un qui réfléchit sur l'habitat, puisqu'il considère que l'homme est inséparable de l'habitat, c'est sa grande thèse des sphères, hein, vous savez, cette trilogie des sphères, mais là, on a vraiment ça, pour le coup, on a de la sphère, et c'est dédié en revanche à... comment dire, à ceux qui sont sans sphère. Voilà. Merci beaucoup.